Tiens, tu es là, toi? Mais c'est à moi que tu parles? J'en ai connu des rabougris. Mais toi, en plus, mon pauvre Armand, tu es vraiment maigrichon. Quoi? Juliette, Juliette! Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Mais c'est Bob? Il me traite de maigrichon. C'est un fait. Non seulement tu es maigrichon, mais en plus, tu es rabougri. Oh, c'est vrai que tu es un peu maigrichon, Beaucoup même. mais t'es pas vraiment rabougri, hein? Moi? Oui, toi? C'est ce qu'on va voir. Histoire. Je suis un fils de petit livreau. How can a crocodile be fawn? Tu verras un baobab gris. Tu vas voir si je suis maigrichon. Espèce de gros tas de bois. Le gros tas de bois se moque complètement des insultes d'un petit maigrichon grincheux. Et le gros tas de bois va vous présenter, comme d'habitude, son magazine de l'environnement. Nous irons d'abord au Togo, à la découverte de l'agriculture biologique qui permet de redonner au sol une fertilité naturelle et durable sans aucun investissement financier. Nous irons ensuite au Ghana, où les ordures entraînent de sérieux problèmes de pollution des lagunes. Enfin, nous suivrons Kofi le taxi dans une nouvelle aventure écologique pleine de souffle et de muscles. N'est-ce pas, Armand? Eh, mais c'est quoi ce truc? C'est des hormones. Ça te gonfle les muscles en moins d'une semaine. Eh bien ça, ce n'est pas naturel, ça s'appelle du dopage. Bah, écoute, on met bien des engrais dans les champs. Mais quoi? Justement, il y a engrais et engrais. Tu t'y connais, toi, en engrais? Tout ce que je sais, je l'ai appris de Bob. Première leçon, l'engrais chimique qui produit un effet spectaculaire, ultra rapide mais coûteux et sans lendemain. Démonstration. Voici ton muscle, gonflé par les engrais chimiques ou les hormones. C'est gros, mais ça ne dure pas longtemps. Il y a aussi l'engrais biologique. Il est moins spectaculaire, il ne demande pas d'argent mais beaucoup de travail et son effet dure beaucoup plus longtemps. Démonstration. Engrais biologique, c'est la matière vivante. Son effet est moins... T'as pas l'œil, mais ça dure plus longtemps. C'est ça. En plus, ça rend aimable. Ici à Kumquat, non loin de Dapaon, au Nord Togo, se déroule une expérience intéressante. Au lieu de jeter les ordures pêle-mêle, de jeter les produits des champs et les produits des étables, les femmes et les hommes de ce village les ramassent et les jettent dans une fosse. C'est la fosse compostière ou encore la fosse fumière. C'est cette expérience de fosse fumière que nous venons découvrir aujourd'hui. Quel est l'intérêt des fosses fumières? Pourquoi vous avez fait ça? Au lieu, il faut quand même acheter de l'engrais tout simplement. C'est plus simple, non? Si je fais la fosse fumière, c'est parce que ça m'aide beaucoup. Actuellement, l'engrais coûte cher. Je ne peux pas avoir l'argent suffisant pour acheter par exemple 10 sacs. Mais avec les 2 fosses que j'ai, j'achète maintenant environ 2 ou bien 3 sacs.
Donc le reste, là, ça, le fumier là, remplace à peu près les 8 sacs que j'aurais dû acheter. Donc les 2 ou 3 sacs là vont venir compléter l'engrais de fond qui va fertiliser le sol. Même si on diminue de moitié le prix de l'engrais, je ne peux pas abandonner la fosse. Parce que si le sol même n'est pas fertile, l'engrais chimique seul ne peut pas résoudre le problème. Nous avons 4 fosses. 4 fosses et nous préparons du compost à partir des feuilles mortes, de la paille sèche, des excréments d'animaux et puis de la termitière. Donc nous préparons ici un compost qu'on appelle, nous faisons le compostage aérobie. C'est-à-dire, c'est quoi tout ça? Le compostage en présence d'air. Nous refermons, mais nous ne tassons pas tous les éléments que nous mettons dans la fosse. Et quand nous montons le compost, tous les 15 jours, nous faisons le retournement. À moins que nous-mêmes ne voulons pas. Mais tous les 15 jours, nous faisons le retournement. Et au bout de 2 mois, nous avons notre compost prêt que nous utilisons. Vu l'état de dégradation des sols, nous avons à un moment donné pensé que l'utilisation seule des engrais chimiques ne pouvait pas résoudre le problème. Donc il fallait d'abord reconstituer le sol, la vie du sol, et maintenant que l'engrais puisse venir en complément. Donc c'est ce qui a motivé le lancement de ce programme Fosse Fumière. Cela permet d'assainir un peu l'habitat, parce que tous les déchets ménagers, les déchets issus des foyers, les eaux usées, les déchets issus des étables, tous ces déchets-là se retrouvent dans la fosse. Deuxième intérêt, cela permet de reconstituer la vie du sol, permettant ainsi d'améliorer la fertilité du sol et de là la production agricole. Troisième intérêt, cela permet de valoriser les résidus de récolte. Et un autre intérêt, c'est que cela permet de conserver d'une manière ou d'une autre le sol et en quelque sorte l'environnement. Bon, madame, ça fait 7 ans que vous avez commencé par exploiter cette fosse fumière. Est-ce que depuis lors, vous avez cessé d'acheter des engrais chimiques? Depuis, je n'ai pas cessé d'acheter de l'engrais, mais la quantité que j'achète n'est plus la même. Supposons, avant j'achetais chaque année 7 sacs d'engrais, mais avec la fosse fumière, j'achète 3 sacs. Il y a des camarades qui font le jardin comme nous. Il y a un qui est venu ici, il a vu notre chou ici. Il dit que chez lui, il met toujours de l'engrais. C'est pour cela que lui-même ne prend pas ses légumes. Mais il vend ça aux clients sans qu'eux ne savent pas qu'il y a de l'engrais. Mais chez nous, quand il vient ici, il achète pour nous, pour aller manger chez lui. C'est comme ça. Fertilisant naturel, agriculture biologique, ce n'est pas seulement au Togo que l'on utilise de telles méthodes. 3 ans plus tôt, je m'étais trouvé en France au milieu d'un groupe de paysans africains venus jusque-là pour assister à la fabrication du compost. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser devant les écoliers. Balancer dans l'air sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Au fond de nuit d'abus du soufflet qui s'est hérissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis le doudon, dis dans des mots doux, dis désir ici, efficace est à pas passer. La présence du petit ver rouge, Patrice disait les énias fétidaires qui est typique d'une certaine phase du compostage, il n'intervient pas au début.
Et vous, vous êtes paysan sénégalais? Moi, je suis agriculteur sénégalais. Et qu'est-ce que vous produisez là-bas? Je produis du mil, Oui. du céréales, Oui. de l'arachide, du sorgho, Oui, mais et du niébé. et du niébé. Voilà. Qu'est-ce qu'un paysan sénégalais peut venir apprendre ici? Bon, ce qu'un paysan sénégalais peut venir voir ici. Avant tout, je vais commencer par un proverbe. Wolof que vous ne comprenez pas, mais je vais traduire après. D'accord, allez-y. Bon, le Wolof dit que pendub tank mo gën pendub tat. C'est-à-dire? La poussière au pied vaut mieux que la poussière au derrière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que celui qui bouge, qui va, revient, voit des choses ou bien entend des choses que celui qui est sur place ne voit pas et qu'il n'entend pas. Voilà, c'est pourquoi moi, en tant qu'agriculteur, je travaille avec une association paysanne de 66 villages. Donc, je suis le secrétaire général. Je dirige, donc il est obligatoire, comme nous sommes confrontés à des problèmes, que nous cherchions des solutions. Quel genre de problème? Et vous pensez, quel genre de problème et Problème, quel genre de solution recherchez-vous ici? Bon, les problèmes que nous sommes confrontés, Oui. c'est que notre environnement est complètement détruit. Il n'y a plus d'arbres, le sol n'est plus fertile. Donc le premier problème, c'est la sécurité alimentaire. Oui. Et vous pensez, qu'est-ce que vous apprenez ici qui puisse garantir cette sécurité alimentaire? Cette sécurité alimentaire ne sera garantie que par la bonne gestion de l'environnement. Et une bonne gestion de l'environnement, un seul ne peut pas gérer un environnement. Il faut socialement, écologiquement et, comment dirais-je, humainement, quoi. C'est ça. Si on épandait ce fumier-là dans le sol, parce qu'il y a déjà ces animaux-là, bon, si on sème ou on plante, ça risque aussi d'attaquer la plante. Il y a une quarantaine, une cinquantaine d'hectares sur lesquels nous pouvons travailler, faire des expérimentations, accueillir du public, faire des formations. Des formations de quoi? Il y a la base de notre préoccupation, c'est ce qu'on appelle la sécurité alimentaire des populations. Ça, c'est le fondement du CIEPAD. L'autre élément qui est la sauvegarde du patrimoine nourricier. Pourquoi ces deux liaisons? D'une part, parce que nous avons une expérience africaine dans les pays dits en développement et il y a nécessité pour ces pays d'arriver à assumer par leurs propres moyens et avec leurs ressources leur sécurité alimentaire. Deuxièmement, il faut qu'ils le fassent sans détruire leur patrimoine. Parce que s'ils cultivent d'une façon erronée avec une intervention trop massive de substances chimiques, avec une mécanisation non raisonnée, des pesticides, eh bien, ils vont détruire petit à petit leur patrimoine. Ici, à Kumquat, si les produits issus des fosses compostières ne permettent pas de remplacer entièrement les engrais chimiques, ils contribuent à la fertilisation du sol. Dans la région ici, il y a eu pas moins de 10 000 fosses compostières. C'est un bon pas dans le sens de l'agriculture durable. Programme de musculation naturelle. 360 séances en 6 mois, 12 000 flexions, 20 000 tractions, 50 000 pompes. Allez, au boulot. Je commence déjà à en avoir marre. Je sens que je vais m'emmerder là. Et Bob, tu pourrais pas nous raconter une petite histoire? Au lieu de te foutre de ma gueule. Une histoire? Pas de problème, je suis là pour ça. Mais attention, hein, si tu me traites encore de maigrichon, tu vas voir ta tête. C'est promis, je ne prononcerai plus les mots maigrichon ni rabougri. J'espère bien. Je vais te raconter l'histoire des deux compères qui vivaient dans la forêt. Ok, allez, attaque. Les deux compères s'appelaient Grichon le Grincheux et Bougri le Brigand. Ils habitaient tous les deux dans la forêt parce que les loyers étaient moins chers. Et un jour, Grichon dit à Bougri: « Eh dis donc, Bougri, tu m'avais bien promis de me donner une pipe en poil de porc épic, tu me l'avais promis ?»
Et Bougri répond, « Mais, Grichon, tu n'as pas besoin de t'énerver. Si je te l'ai promise, je vais te la donner, ta pipe en poil de porc-épic. Crois-moi, cette pipe, tu l'auras, Bougri. » T'as pas une autre histoire, là? Okitinakiti. Akotabenyaye. Otaza. Woloza. Mon histoire vient tout fraîchement du pays des contes. Devinez de qui je la tiens, mon histoire. Agbo. Oto. Ani. Yebi Golo Toé. L'araignée. Le grand maître dans l'art de tailler des mots pour en confectionner. Un boubou. Un grand boubou. Pour en confectionner des vérités vraies. Et c'est en toute amitié et en toute sincérité qu'il me confia ceci. Il n'y a pas très longtemps, vivait au cœur de la forêt vierge, non loin de la mer, une mystérieuse dame connue sous le nom de Nana Bessa. Nana Bessa. Nana Bessa était plutôt grosse, avec de longs cheveux rastafariens qui balayaient ses épaules. Et malgré les seins qui descendaient jusqu'aux genoux, elle était d'une beauté et d'un charme inimaginable. En tout cas, ce qui était sûr et certain, Nana Bessa exerçait une grande autorité. Une autorité incontestable au-delà de la forêt vierge. Point n'a besoin de vous dire qu'elle était la gouvernante de ce grand territoire qu'on appelait l'Empire de l'amour et de l'or vert. L'Empire de l'amour et de l'or vert. Eh oui, on ne pouvait nommer ce pays autrement, car la paix, la prospérité et l'amour régnaient entre tous les êtres vivants dans ce vert paradis que constituait la forêt vierge. Et un jour, on vit venir de la mer des hommes bizarres. Des hommes à la peau couleur de kaolin qui portaient sur eux tout un tas de gris-gris. Mais ce qui était encore plus bizarre, c'est que ces messieurs, à leur débarquement, déchargèrent des tonnes d'objets tout en fer. Et pendant des jours, pendant des semaines et pendant des mois, ils déchargèrent une quantité impressionnante de cubes métalliques et en firent des gros tas sous forme de pyramides. Et la plus haute de ces pyramides était surmontée d'une grande pancarte sur laquelle il était écrit « Ici, futur état libre du fer ». Futur état libre du fer. Les babalaos jetèrent les courriers et se rendirent compte qu'il serait très regrettable de combattre les venants. Les grands devins affirmèrent et confirmèrent que les venants étaient en fait des revenants. Et à l'unanimité, ils proclamèrent que le dieu Ogun, le dieu du fer, avait effectué un grand voyage au-delà des mers. C'était donc lui qui était de retour, sous la forme de ces hommes bizarres, pour enfin étendre sa puissance et son autorité sur terre. Oh, Kitinakiti. Et ils étaient si croyants, les citoyens de l'Empire de l'amour et de l'or vert, qu'ils se prosternèrent et se couvrirent de poussière pendant 3 jours et pendant 3 nuits. De son côté, Nana Bessa, l'impératrice, mit son brave peuple à la disposition de ses revenants pour la réalisation de l'œuvre divine. Oh, Kitinakiti. En quelques jours, l'empire de Nana Bessa changea de face. La forêt vierge fut dévastée. Les dieux en avaient ainsi décidé. Car en tant que dieux forgerons, ils voulurent installer des forges partout. L'activité des forges commença sans plus tarder. Et la première invention sortie de ces espèces de volcans fumants, suffocants, c'était, devinez, une flèche. C'était une bombe. C'était des pièces de monnaie. Des pièces de monnaie. Et il fut décrété que la grâce des dieux ne sera accordée qu'à ceux qui auront emmagasiné la plus grande quantité de ces pièces de monnaie que l'on convainc d'appeler argent. Ce fut la ruée vers l'or.
la grande ruée vers cette grâce. Et tous les moyens étaient bons pour y parvenir. On se bousculait, se tuait. Le monde végétal se volatilisa complètement. Les animaux n'avaient pas non plus résisté à la discrimination et à l'égoïsme des humains qui écartaient et écrasaient tout sur leur nouveau chemin du pognon. J'étais là. Tu étais là? Oui. Tobevio, funamele, gamede, gabenobie, menyawonaode. Tonyevio, funamele, haomele, gabenobie, menyawona, yema soye dokuya, daobai. Oh, Kitina. Il était vraiment là. Et dans cette bataille fratricide du chacun pour soi, il eut évidemment beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et seul Nana Bessa, aidée de son serpent de Marie, parvint à se hisser au-dessus de la mêlée. Elle était devenue presque le bras droit du dieu forgeron et avait la mainmise sur tous les produits des forges installés dans le pays. Et ces produits divins étaient abondants et très variés. Il y avait entre autres, devinez, des rails, des trains, des bulldozers, des chars, des moulins à maïs, des canons, des fusées. Il y avait aussi des voitures. Et Nana Bessa adorait les voitures. Et le temps passa. Des années s'écoulèrent. Et les habitants de la Nouvelle République commençaient à supporter très mal les effets de l'activité des forges. Le tintamarre de ces forges, installé ça et là, ajouté au bruit des motos, des voitures, des chars, des moulins à maïs, avait grimpé très haut sur l'échelle des décibels, à tel point qu'un matin, les habitants à leur réveil ne pouvaient plus se parler. En fait, ils ne s'entendaient plus. J'étais sourd. Une surdité irréversible s'empara de tous. Alors, Nana Bessa débloqua des sous, beaucoup de sous, pour soigner des gens. Mais on n'y pouvait rien. Et puisqu'on ne s'entendait plus, on ne se comprenait plus. Alors, il éclata une guerre plus fratricide qui mit fin à l'existence de l'état libre du fer. Oh, Kitina Kiti. Ah, kota benyaï. Oh, blembema so blemi. Oui, son. Yo. Un beau jour, Bougri et Grichon bougonnaient et ronchonnaient. Alors, pour se distraire, Bougri gribouillait. Mais plus Bougri gribouillait, plus Grichon était chagriné. Alors Grichon grinchait et Bougri bredouillait. Mais qu'est-ce que tu fais là? Exercice de musculation naturelle en 12 000 leçons. Je te signale que tu rames sans bouger d'un pouce. Tu ferais mieux d'aller ramer sur la lagune avec une vraie barque. Au moins tu respirais l'air frais. L'air frais? Tu parles. Quelle pue les ordures, ta lagune. Until very recently, Jusqu'à une période très récente, il y avait à cet endroit un gros problème. Je veux parler d'un vaste dépôt d'ordures. Tous les détritus imaginables atterrissaient ici, et même des choses carrément inimaginables. Mais des campagnes très appuyées ont contribué à changer les comportements. Salut, je m'appelle Papa Tankasi. Veillez à garder votre quartier bien propre. Les déchets balancés n'importe comment et les dépôts d'ordures mal situés aboutissent à l'insalubrité. Les caniveaux et les plans d'eau remplis d'ordures. Les montagnes de déchets non ramassés défigurent notre cadre de vie et contribuent à la prolifération des mouches et des moustiques. Ces insectes transmettent le paludisme et le choléra. Les ordures jetées dans les caniveaux empêchent l'évacuation des eaux de pluie
et provoque des inondations. Des zones constructibles deviennent alors inhabitables et des familles se retrouvent sans abri. La ville d'Accra est passée d'une population de 500 000 habitants à l'époque de l'indépendance à près de 2 millions aujourd'hui. Indiscutablement, cette métropole est l'un des plus importants pôles d'attraction sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est aussi une capitale sous pression. Accra croule sous les ordures ménagères. La gestion des ordures est devenue un problème crucial. Nous sommes dans un quartier périphérique d'Accra. Il y a 30 ans, cet endroit était traversé par un cours d'eau. Mais comme on peut le voir aujourd'hui, la rivière ne coule plus. Elle est devenue une mare stagnante et le spectacle que l'on voit ici résume ce que beaucoup de cours d'eau dans l'agglomération d'Accra ont subi. Une invasion par les ordures et les déjections. Paradoxalement, c'est de cette zone que provient une grande partie des légumes consommés par la population d'Accra. Nous ne sommes pas du tout inconscients du fait que l'environnement autour de nous est tout à fait dégoûtant et insalubre. Nous-mêmes, nous avons constitué une sorte de milice pour essayer de tenir à l'écart tous ces gens. Mais à chaque fois qu'on les renvoie, ils reviennent et ils nous disent « Il n'y a pas de toilette pour nous nulle part. Alors, où est-ce qu'on va aller pour se soulager ?» Donc, c'est ça le gros problème. Et nous, on ne peut pas abandonner notre travail comme ça, parce que c'est de ça qu'on vit. Donc, on ne peut pas arrêter simplement parce que l'environnement est sale. Allô, chef. Salut, chef. Comment ça va? Bien, monsieur. Dites, il y a une rivière ici. Elle est drôlement polluée. Et vous êtes juste à côté avec un tas de détritus. Vous ne jetez pas des trucs dans la rivière? Non. Ceux qui jettent, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs. Ils ne sont pas d'ici. L'huile de vidange, qu'est-ce que vous en faites? Vous ne la jetez pas dans la rivière? Non. On ne met pas ça dans la rivière. On brûle seulement. On brûle ça là-bas. Vous la brûlez? Oui, on brûle seulement. Mais dites donc, c'est très mauvais de brûler de l'huile de vidange. Vous ne savez pas ça? Regardez, il y a de la fumée partout. C'est très mauvais de brûler ça. C'est mauvais pour votre santé. Et la rivière, je suis sûr qu'il y a des apprentis qui vont balancer de l'huile de vidange dans la rivière. Non, on ne les autorise pas à jeter des choses dans la rivière. Mais la rivière est déjà dégoûtante. Donc je suis sûr qu'ils se disent, il y a déjà des saletés, donc on jette. Ceci est le barrage de la rivière Ouidja qui dessert la partie ouest d'Accra. C'est le point de captage à partir duquel des millions de mètres cubes d'eau entrent dans la station d'épuration. À la sortie du processus de traitement, ce sont 100 millions de litres d'eau potable qui sont distribués à la population des quartiers ouest d'Accra. Les eaux qui aboutissent au barrage de la Ouidja proviennent d'un grand nombre de cours d'eau et de lagunes, et le principal souci à cet endroit est la pollution. Plus les rivières et les plans d'eau qui alimentent ce barrage et cette station sont pollués, et plus il est difficile d'avoir de l'eau potable. Nous dépensons actuellement près de 23 milliards de cédis en traitement chimique, uniquement pour les produits chimiques, sans parler de l'électricité et des autres dépenses d'exploitation de la station. 23 milliards de cédis. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tellement préoccupés par la pollution des eaux de surface. Finalement, les autorités se sont attaquées de front au problème. Et cette fois, la solution est en vue. Comme vous pouvez le voir à l'arrière-plan, on est passé à l'offensive contre l'insalubrité à Accra avec un slogan « Assainissement 2000 » et un objectif « Transformer la capitale ghanéenne en une ville propre d'ici à l'an 2000 ». On évacue les ordures pour faire de cet endroit une ceinture verte. Une ceinture verte, ça veut dire que cette rivière va de nouveau couler sans être obstruée par des ordures. Exactement. Et les gens qui étaient installés ici, ils avaient l'habitude de jeter des ordures n'importe comment. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous leur avez conseillé? Comme on veut créer une ceinture verte, on a délimité un espace où sont installés des bacs à ordures. On a clôturé et des agents de sécurité empêchent les squatteurs de revenir s'y installer comme avant.
Je vois que vous avez mis des drapeaux. C'est l'emblème de l'autorité. Est-ce que c'est pour dire cette zone est protégée? Effectivement, c'est pour sensibiliser le public. Ce qui est entrepris ici est une cause nationale, d'où la présence du drapeau national. Nous devons tous aider à la propreté de nos quartiers. Utilisez des poubelles pour vos déchets et videz-les régulièrement dans les bacs à ordures de votre quartier. Voyageurs, arrêtez de jeter les déchets par la fenêtre de votre véhicule. Utilisez un sac ou un récipient pour y mettre ces déchets jusqu'à destination ou jusqu'à l'arrêt du véhicule devant une poubelle. Prenez l'habitude de purger les caniveaux et de nettoyer les abords de votre domicile. Un quartier propre, cela veut dire une population heureuse et en bonne santé. Nous avons mis en place une brigade d'assainissement et nous sommes également en train de planter des arbres là où l'accès au cours d'eau est trop facile. Nous plantons des bambous qui forment une barrière végétale pour empêcher la population d'aller souiller la rivière. Nous avons annoncé aux squatteurs qu'ils devaient déguerpir. Et il a fallu leur expliquer pourquoi leur présence au bord des cours d'eau était néfaste. Notre priorité, c'est d'éduquer le public. La plupart du temps, les gens ignorent les conséquences de leur comportement, en particulier les effets sur la santé. C'est pourquoi nous cherchons à les sensibiliser. Shame on you. Honte sur toi. Ramasse. J'ai déjà vu ça quelque part. Aussi. Oh, je sais où vous avez déjà vu ça. C'est Kofi qui s'entraînait comme ça quand il allait tabasser les trafiquants de requins. Oh, oui, mais Kofi, il est quand même un peu plus costaud que toi. Beaucoup même. C'est du chantage. C'est vrai, c'est du chantage. C'est inhumain. Vous ne pouvez pas me faire ça. Et pour qui tu me prends? C'est pas du chantage, c'est un service que je te rends. Regarde, tu as le choix entre deux possibilités. Ici, c'est mon cousin à Boussouan. Tu vois comme il a l'air malheureux. Je peux te dire qu'il est amoureux, sérieusement. Si tu lui donnes la main de ta fille, tout s'arrange pour lui. Et pour toi aussi. Maintenant, deuxième possibilité. À toi de décider. Tu as le choix. Tu es libre. J'accepte. Wallah. Et parmi tous ces spermatozoïdes, il y en a un et un seul, le plus fort, le plus méchant et le plus rapide, qui excite tous ses frères, les étrangle avec son flagelle et les pousse dans les coins les plus reculés de l'utérus. Finalement, quand tout n'est que plaie et désolation, il ajuste le pauvre ovule sans dépense et dans un dernier sursaut d'énergie, il entre. Je suis venu chercher Félicia. Que se passe-t-il? Félicia ne va plus étudier. Elle est en âge de se marier. Mais papa, je veux continuer l'école. Tu apprendras à m'obéir. Mais vous faites une erreur, monsieur. Oui, je sais pourquoi je la fais. Mais mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Hé, Kofi, surtout ne te mêle pas de ça, d'accord? Bon. Mon cousin, tu dois nous aider.
Il veut marier Félicia, un planteur de coton qui a déjà 6 femmes. Il s'appelle Abou Souran. Il faut empêcher ça. Je n'ai jamais vu ton père comme ça. Il y a quelque chose d'anormal. Montons, on va tirer ça au clair. Abou Souran, si tu ne donnes rien pour le dispensaire, cet enfant risque de mourir. Toi, je te connais. Tu inventes toujours des histoires pour me prendre de l'argent. Je n'invente rien. Touche un peu son corps et tu verras qu'il est... Ne m'énerve pas. Je n'aime pas le chantage. Mais quand toute la nuit tu viens te mettre à genoux dans ma chambre pour envoyer les enfants au monde, tu ne sais pas qu'il faut les entretenir? Calme-toi, calme-toi. Mais l'enfant est malade, il ne veut pas. Calme-toi. Tu sais qu'il ne pense à rien d'autre qu'à sa fiancée. Calme-toi, hein. Viens encore taper à ma porte et tu verras comment je vais te renvoyer. Bonne arrivée. Emiligo. Ça va. Hé, apporte de l'eau. Toi aussi. Ma petite fiancée. Ah! Tu n'oses pas. Tu vas regretter. Sale petite enfoncée. Abou Souran cherche sans arrêt de nouvelles femmes. Il est très généreux avec elles pendant les premiers mois. Et puis après, il les laisse à l'abandon. Mais c'est la même chose à chaque fois. Tu entends? Oui, moi je suis une femme de la ville. Au début, quand il m'a épousée, je ne savais pas travailler. Mais au bout d'1 an, j'ai dû me mettre à cultiver. Sans quoi, j'allais mourir de faim avec mon enfant. C'est toi qui as raison. On ne peut pas laisser Félicia tomber entre les pas de ce type. Jamais. Écoutez, il y a certainement un moyen pour empêcher tout ça. Ah bon? Oui. Je connais quelqu'un qui va nous aider. Faites vite, surtout. Baba Oulou. Baba Oulou. Baba Oulou. Papa, j'ai besoin de vous tout de suite pour un problème. Ah ouais, toi, tu vas les réveiller. Papa, je ne sais pas de qui vous parlez. J'ai un gros souci, vous devez m'aider. Et tu crois que moi je n'ai pas de souci? Et tu ne peux pas savoir ce que c'est. 12 petits choux qui n'ont même pas demandé à venir au monde. Et je suis tout seul à m'en occuper. Je ne comprends rien à votre histoire de choux. Évidemment, tu les as réveillés. Oh, ton vacam les a réveillés. Oh, mes choux. Je les ai eus tout minuscules. Ils étaient en pépinière. Je les ai amenés ici dans du papier journal, avec un peu d'eau. Et c'est moi-même qui les ai repiqués. Papa. Oh, Kofi, tu ne peux pas savoir les problèmes que j'ai. Tiens, celui-là, la semaine dernière, je pars une journée, juste une journée. Je reviens, je le retrouve jaune. J'ai cru que j'allais le perdre. Je lui donne tout de suite du fortifiant. Une recette à moi. Crotte de chauve-souris. Résultat, tous les autres étaient jaloux. Surtout celui-là, le gros. Il est sournois. Il a voulu me faire un sale coup. Il s'est mis à monter en graines. C'est ça. Tu t'imagines? Il me faut des caprices sans arrêt. Il me faut tourner en bourrique. Ah. Depuis la semaine dernière, je les arrose matin et soir. J'en suis esclave. Et celui-là, qu'est-ce qu'il a attrapé? Toi aussi. C'est une fille. Ma jolie fleur. Hein? Qu'elle est mignonne, ma jolie fleur. Je me plains. Mais dans l'ensemble, c'est une grande joie. 12 petits choux qui dépendent de toi. Quand tu penses à ça avant de t'endormir, c'est quelque chose. Papa, moi j'ai un autre problème. Ah, Kofi, tu t'en fiches complètement de ce que je te raconte.
Espèce d'égoïste. Mais moi aussi j'ai des problèmes. J'ai tout le temps peur qu'il leur arrive quelque chose. Nous vivons dans un monde affreux. Il y a des sadiques qui se promènent un peu partout. Mais nous ne sommes plus en sécurité. Oh, papa. Ah non, je ne blague pas. L'autre jour, je fais 100 mètres pour remplir l'arrosoir. Je reviens, une bande de cricapugnons était déjà sur eux. J'étais fou. Les ordures. J'ai couru. Je leur ai flanqué. Beaucoup de proportions, comme ça. Pio, 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 pio. Les salauds, je les ai eus. Pio, comme ça, là-bas. Pio, pio, pio. Tous, je les ai eus. Papa. Ah ouais. Faut pas vous mettre dans des états pareils. Tu as raison, Kofi. Je devrais me reposer. Dieu te bénisse, mon fils. Tu sais, la petite fille là, j'aurais pu la gifler, mais je me maîtrise parce que je sais que je l'aurai bientôt. Quand est-ce que tu vas payer la dot? Je suis prêt. Je donne ça demain. J'ai même prévu de faire le mariage en décembre avec l'argent du coton. J'ai calculé qu'il me faut 2 hectares de plus. Je vais faire un nouveau champ pour avoir une bonne récolte. C'est tout ça que je vais défricher. Abou-Souan, tu me fais rire. Si tu veux récolter en novembre pour payer ton mariage, tu devras semer en mai. Et je ne vois pas comment tu peux défricher tout ça d'ici là. Il te reste 1 mois seulement. Tu as raison. C'est trop court. Tu vois? Sauf si j'achète une tronçonneuse. Ah, évidemment. Mais quand j'aurai payé la dot, je n'aurai plus assez d'argent pour acheter la tronçonneuse. Béda, tu me rends service. Tu me prêtes 200 000 et je te les rends à la récolte. Abou-Souan, je t'ai vu venir. Tu me connais mal. Je ne prête jamais d'argent à un parent. Je préfère prêter à des étrangers. Comme ça, s'ils ne me remboursent pas avec intérêt, je ne me gêne pas du tout pour les jeter en prison. Mais il me faut ces 200 000. Si Abou-Souan vivait assez vieux pour épouser 50 femmes, il aurait le temps de supprimer toutes les forêts de la région. Il gaspille les terres comme il gaspille les femmes. Donc, il aime défricher, mais il n'a pas la patience de bien cultiver. Exactement. Et avec les femmes, il fait pareil. Il les défriche, mais c'est tout ce qu'il sait faire. Il n'a jamais été capable d'entretenir une famille. On devrait lui apprendre à élever des choux. Des choux? Oui. C'est tout ce qu'il a trouvé, ton féticheur? Il m'a montré aussi un fortifiant spécial chou à base de crottes de chauve-souris. Ça, c'est pas du tout original. Tous les paysans d'ici en mettent dans leurs champs. Ils vont chercher ça dans la grotte. Attends, c'est quoi cette grotte? C'est notre dépôt d'engrais naturel. Je peux te montrer. Mon père, vous êtes là? Je suis toujours là. Je t'écoute, mon fils. Mon père, j'ai fait un immense péché. J'ai marié ma fille cadette à un polygame. Ah, pourquoi tu fais ça? Mais il n'y a pas de chauve-souris. C'est seulement le soir qu'elles viennent. Ma cousine, je suis là. Seule la très sainte Vierge Marie peut t'accorder son pardon. Que dois-je faire? Il faudrait un miracle pour te sauver. Tu iras à la grotte sacrée. Là-bas, si la Vierge est décidée à te pardonner, elle apparaîtra à tes yeux et tu devras confesser ton péché à voix haute. Va et reviens me voir.
à la place d'Abou Souan, c'est toi que j'aurais choisi. Tu es plus belle que la Sainte Vierge. Cette Marie-Mère de Dieu a accepté la confession d'un pauvre pécheur. J'ai vendu ma fille cadette pour éviter le déshonneur à ma famille. Je suis endetté auprès de l'usurier Médard et je ne pourrai jamais rembourser si ce n'est pas avec l'argent de la dot. Sans cet argent, mesdames, me jetteront en prison et la honte retombera sur tous les miens. Très sainte Vierge, j'implore votre pardon. Tu entends ça? C'est à cause d'une dette que ton père veut marier Félicia. C'est incroyable. Allons-nous-en. Regarde qui vient. Ne restons pas ici. Viens, viens. Comme tu ne veux pas m'aider, je ramasse toutes ces croûtes précieuses. J'ai déjà trouvé un commerçant qui me prend le tout à 300 000 francs. Il va vendre ça à des jardiniers dans la capitale. Il m'a déjà donné un acompte de 100 000 francs. 100 000. Ça, c'est une affaire en or. Mais tes voisins ne vont pas apprécier. Cette grotte leur appartient autant que toi. Ils ne sauront pas. Qui va leur dire? Hey. Aujourd'hui, c'est jour du marché. Personne ne viendra ici. Ça pue ici, hein? Eh oui, c'est l'odeur de l'argent. Mon père, j'ai vu la Vierge en personne. Tant mieux. Mais mon père, elle ne m'a rien dit. Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as qu'à rembourser ta dette. Mon père, c'est pour moi. Ah, mets vite ça dans ta poche, imbécile. Désolé, mon fils. Il n'y a pas de confession aujourd'hui. C'est demain, après la messe du soir. Hé, vous là-bas. Adieu, mon fils. J'aimerais bien que tu restes. Je reviendrai, c'est promis. S'il vous plaît, mon père. Mon père, s'il vous plaît. Ah, papa, je vois. Donc c'était vous? Kofi, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Dieu te bénisse, mon fils. Chérie. Ah! Regarde, regarde. Est-ce que je suis encore abougri? Non, Armand, tu m'as fait peur, hein? Tu vois? Lui, c'est plein d'hormones et de dioxyde, alors que moi, c'est entièrement naturel et biologique. Bonjour, madame. Bonjour.